Patrick Walasowski, je suis professeur de littérature à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, donc l'ancienne université de Vincennes transportée aujourd'hui à Saint-Denis. D'autant plus heureux d'y être que j'ai moi-même, dans des temps plus anciens, fréquenté justement l'université de Vincennes. Il y a donc une continuité qui me rend très, très heureux. Je suis très attaché à la littérature et à la sensibilité libertine du XVIIIe siècle, à quoi j'ai consacré un grand nombre d'essais et quelques éditions critiques, en particulier l'édition des romanciers libertins du XVIIIe siècle pour la bibliothèque de la Pléiade en 2 volumes. J'aime aussi beaucoup le roman du XIXe siècle. J'y travaille souvent et je vais sans doute y revenir, attaché à 2 objets un peu terrifiants qui sont, dans la littérature du XIXe siècle, d'une part la guillotine et l'inscription de la guillotine dans le texte, de même que la circulation de la syphilis, cette maladie terrifiante qui a gagné tout le siècle. Je publie aujourd'hui le dictionnaire libertin dans la collection L'Infini aux éditions Gallimard. C'est un plaisir pour moi de revenir au libertinage, de poursuivre le travail mené sur le libertinage à travers la structure du dictionnaire, qui est une structure très ouverte. Le livre ne s'inscrit pas dans une collection déjà existante, il est seul, il se propose seul et permet ainsi une grande liberté dans le choix, l'invention des articles, depuis la lettre A, et en fait c'est le soupir amoureux, il faudrait prononcer A, jusqu'à la lettre Z qui achève le parcours du libertinage. Le dictionnaire me permet d'aborder des points extrêmement différents qui constituent la culture, au fond, du plaisir au XVIIIe siècle. Je veux dire autant la question sexuelle directement, avec les mots du corps, avec les postures sexuelles, avec tout ce qui se rapporte à l'histoire de la sexualité, mais aussi les lieux du plaisir, les petites maisons par exemple, les folies du XVIIIe siècle, mais aussi le palais royal, mais aussi l'opéra, mais aussi les maladies, mais aussi le discours que le droit tient sur le libertinage, tient sur les postures sexuelles, tient sur ce qu'il nomme dépravation, déviation, perversion, et qu'il condamne vigoureusement, épaulé naturellement dans cette condamnation par le discours de l'Église. Le dictionnaire tend à restituer au fond la tresse de ces discours qui se combattent, discours qui cherchent à dominer, à prendre le pas l'un sur l'autre, et la littérature, bien sûr, tient son rôle dans la partie. La langue est le lieu d'un combat, et chaque article de ce dictionnaire est une petite poche de résistance en forme de traits joyeux, de traits ironiques, de traits malins, jetés précisément contre les pouvoirs, contre les langues dominantes. Il s'inscrit évidemment en écho au dictionnaire du XVIIIe siècle, qui aussi était si divers, si varié, si plein d'une vitalité extraordinaire dans la recherche du sens, dans la circulation du sens, chacun travaillant naturellement dans son domaine jusqu'au vaste répertoire qui rassemble tous les sens possibles, qui est celui de l'encyclopédie. Une encyclopédie en mineur, donc une petite somme athéologique, si vous voulez, qui rend au libertinage, à travers la succession des entrées, toute sa ferveur, toute sa vigueur. Dérèglement est un mot-clé. En effet, l'âge classique est obsédé par la question de la règle. Et le libertin se définit très vite comme l'être du dérèglement. C'est celui qui introduit de l'écart, du désordre, du dérangement, voilà un autre mot du siècle, dans la bonne conduite, dans le travail de civilisation qu'au nom de l'ordre cherche à opérer le XVIIIe siècle catholique, monarchique, qui voit naturellement dans le libertinage une forme d'atteinte à son pouvoir. Déréglé est donc le libertin, déréglé est celui qui cherche le plaisir et qui fait de cette recherche le moteur de son existence. Mais aussi, bien sûr, déréglé le libre penseur, celui qui oppose le matérialisme, l'athéisme aux croyances officielles. Ce dérèglement est donc à la fois le moteur du libertinage et ce qu'il faut absolument condamner. Séduction appartient à la langue du droit.
C'est un délit qui mérite sa peine, qui est associé au rapt, qui est associé au viol, qui est associé à la volonté de nuire en séduisant une personne innocente. Avant que le mot n'entre dans la langue courante, il a donc une charge extrêmement forte. Le grand séducteur, au fond, c'est celui qui mène à l'écart. Seducere, dit le latin, c'est le diable, le grand séducteur. Et un grand nombre d'auteurs témoignent dans leur mémoire, dans leur correspondance, de la puissance de séduction qu'ont pu exercer sur eux un grand nombre de libertins, un grand nombre de grands seigneurs libertins qui précisément rayonnaient à travers ce pouvoir un peu ténébreux, un peu inquiétant, qui est celui de séduire. Le mot tient donc un rôle important à travers ces grands séducteurs qui traversent le siècle. Roman est une chose formidable au XVIIIe siècle. C'est au XVIIIe siècle qu'on voit se multiplier tant de romans libertins, tant de romans extraordinaires dans l'histoire de la littérature, depuis les œuvres de Crébillon jusqu'au Marquis de Sade, en passant par Diderot, en passant par Rétif de la Bretonne, en passant par Nercia, bien d'autres encore, comme Fougeray de Montbron, l'auteur de Margot la Ravaudeuse, et quelques autres encore que je ne saurais tous citer. Il donne du sens au roman à travers cette découverte et cette exposition du plaisir qu'il met au cœur du roman. Le roman, après tout, c'est un genre indigne, c'est un genre bas, c'est un genre considéré avec beaucoup de mépris par les censeurs et ceux qui disent ce qui est le bon goût. Et donc le roman libertin, d'une certaine façon, prend à cœur d'aller jusqu'au bout, naturellement chaque romancier le fait à sa manière, d'aller jusqu'au bout cette indignité qui est le propre du roman, en exposant le plaisir, en exposant les délices de l'imagination, en défiant le monde à travers cette écriture si généreuse, si renouvelée tout au long du XVIIIe siècle, qu'est le roman libertin. Palais Royal. Le Palais Royal est un de ces hauts lieux du libertinage tout au long du XVIIIe siècle. Il appartient à la famille d'Orléans et le régent Philippe d'Orléans en fait le centre de la vie parisienne, de la vie politique naturellement au moment de la Régence, mais aussi de la vie des plaisirs, en ouvrant le bal de l'opéra, en permettant au fond une grande liberté dans les jardins de l'opéra. C'est là qu'on voit les maquerelles se promener en exposant au public les filles à la mode. C'est là que va se déclencher au fond petit à petit à travers les nouvellistes, à travers la liberté de circulation des informations, un mouvement de liberté de pensée publique d'une certaine façon qui précède et encourage et participe à la Révolution française. Lieu privilégié aussi donc de séduction, de plaisir, avec ses maisons de prostitution, avec ses salles de jeu, avec ses cafés, ses salles de concert qui là aussi se renouvellent tout au long du siècle. Cocher. Fouette cocher. C'est ainsi que commencent bien des aventures. Le cocher connaît son Paris comme sa poche. Il sait où il faut emmener le chaland, où il faut emmener le libertin à la recherche d'une maison, d'un bordel bien achalandé. Il connaît la circulation, le nom des filles, et on dit souvent que le cocher est un maquereau à la mode. De même, on dit que le fiacre qu'il conduit, et c'est une expression d'époque qu'on retrouve ici et là, un bordel ambulant. Tire-Boudin. La rue Tire-Boudin est une vieille rue parisienne, une des plus anciennes rues consacrées à la prostitution, consacrée parce que réservée à la prostitution au Moyen-Âge et qui continue d'avoir mauvaise réputation parce qu'effectivement, elle est encore occupée par le milieu de la prostitution. On trouvera dans le dictionnaire, et je ne livre pas le secret ici, le nom qui, avant de s'être appelé Tire-Boudin, était celui de cette rue parfaitement scandaleuse. Godemiché. Quelle histoire que ce Godemiché qu'on retrouve partout. C'est l'objet témoin, c'est l'objet secret, c'est la machine à faire jouir, qui vient d'ailleurs, c'est une des étymologies possibles du latin, gaude mihi, qu'on pourrait traduire au fond par « fais-moi plaisir ».
Et Gaudeamus, réjouissons-nous, disent tous ceux qui utilisent le godemiché. Il intervient régulièrement dans les romans, dans les chansons, sur la scène du théâtre Gaillard, comme un objet interdit, mais toujours présent, toujours au fond fidèle, toujours prêt pour donner du plaisir à ceux qui veulent s'en servir. On le rencontre par exemple au couvent. Au couvent, les vieilles sœurs religieuses sont jalouses de godemichés performants, toujours plus recherchés, toujours plus astucieusement conçus pour servir à la recherche des plaisirs solitaires dans ce lieu solitaire qui est lui-même une cellule de couvent. Lumière, c'est le grand mot, c'est comme vous le savez, comme nous le savons, la lutte entre la lumière de la révélation chrétienne, la lumière de la foi et les lumières de la raison. Dans l'univers du libertinage, bien sûr, lumière, ce sont les combats que mènent contre les préjugés les philosophes, ce qu'on appelle les philosophes, et qui, au nom du matérialisme, au nom de l'athéisme, au nom de la libre pensée, répandent les lumières de la vérité et de la nature. C'est aussi, plus simplement, plus modestement, les lumières qu'on allume dans le boudoir, les lumières qui éclairent la scène libertine à l'aide des bougies et du reflet des corps dans les glaces, les lumières magnifiques au fond de la débauche, quand on pense naturellement qu'aux yeux de l'Église, le corps à corps sexuel doit se faire toujours dans le noir. Ténèbres. Les ténèbres, c'est l'histoire d'une illumination, si l'on peut dire, puisque les ténèbres, ce sont les offices religieux qu'on célébrait 3 jours avant Pâques, aux heures très matinales, puisqu'il s'agissait des matines, et qui ensuite, pour plus de simplicité, ont été reportés au mercredi, jeudi et vendredi saint dans l'après-midi. Ténèbres, c'est l'abbaye de Longchamp où on vient précisément en foule, où la foule vient précisément entendre les cantatrices et le chœur chanter à l'occasion des ténèbres. De là, les ténèbres deviennent une promenade à la mode, où les filles, les courtisanes, les marquises viennent s'exposer dans un carrosse magnifique au regard de la foule qui admire leur réussite, qui envie le monde dans lequel elle vit. Façon ainsi d'illuminer par le plaisir la souffrance du martyr, d'illuminer par le plaisir les ténèbres chrétiennes. La librairie est au XVIIIe l'ensemble des acteurs qui participent à la création, à l'impression, à la diffusion du livre, mais aussi naturellement à sa censure préalable qu'exige le ministre. Il s'agit donc de se dérober à cette censure pour les ouvrages libertins. Il s'agit de se dérober au système répressif qui contrôle les livres, de sorte que le monde libertin désigne une librairie plus ou moins fantasmatique dans l'imaginaire, mais aussi bien réelle, bien entendu, quand on commande l'impression de livres à Genève, à La Haye ou à Londres, donc pour les faire introduire clandestinement, ces ouvrages interdits en France, par des moyens qui sont eux-mêmes extraordinaires. Ces drogues interdites, c'est ainsi qu'on les appelle alors, passent par 1000 moyens, par voies de mer, par fleuves, par des sentiers de montagne, pour être introduits en France et pour franchir les barrières de la capitale, par exemple. Les ballots des livres interdits sont alors réunis, reliés dans les caves des libraires parisiens qui les vendent sous le manteau. Vous voyez qu'il y a là toute une histoire, qu'il y a là toute une entreprise qui elle-même est passionnément romanesque et qui mériterait d'ailleurs un bon roman pour raconter l'histoire de ces livres interdits. D'autant plus que les grands, et Louis XV le premier, lorsqu'il sait et lorsqu'on lui apprend que tel ou tel livre interdit ont été saisis, demande à ce qu'on les lui amène, se les procure, les lit et en fait à son tour l'un des éléments de sa bibliothèque secrète. Livres interdits, livres qui circulent, qui évidemment valent pour les libraires, les imprimeurs, les colporteurs, les auteurs naturellement, quand ils sont pris parfois de très lourdes peines, selon que le livre interdit attaque la monarchie, la religion
ou simplement les mœurs. Dans ce dernier cas, la tolérance est plus grande, mais il est rare qu'un roman qui attaque les mœurs ne se livre pas par la bande, par le biais ou directement à la critique de la religion et du système monarchique. Dans le dictionnaire libertin, il y a une bibliographie assez conséquente et je souhaite que le lecteur s'y amuse, que le lecteur s'y perde, redécouvre les livres tels que le titre des livres tel qu'il figurait sur la couverture des livres au XVIIIe siècle, avec l'adresse des imprimeurs, l'adresse des libraires que j'ai reproduite, tels qu'ils étaient sur la couverture des livres au XVIIIe siècle. C'est donc une promenade dans une librairie, dans une bibliothèque que je propose, d'autant plus qu'on verra à l'article bibliothèque que la bibliothèque est aussi un endroit où les amants se retrouvent clandestinement pour partager un plaisir intense au milieu des rayons, au milieu des livres. J'ai souvent abordé le XVIIIe siècle, pour ne pas dire toujours, à travers sa face joyeuse, à travers sa vigueur, à travers son énergie, à la façon, à la suite, si vous voulez, d'un Diderot qui, dans Le Neveu de Rameau, se promène dans le jardin des Tuileries à la poursuite de ses propres idées, ses pensées fugitives qui sont ses catins. Ce mouvement de l'énergie, ce mouvement de la gaieté du XVIIIe siècle m'a toujours séduit et m'a toujours entraîné. Il n'en reste pas moins que dans le dictionnaire libertin, Sade est toujours présent, que la face ténébreuse, la face dure, la face extrême des ténèbres libertines y est présente. Il n'en reste pas moins que j'ai plutôt relégué au XIXe siècle une dimension tragique de la littérature. C'est dans le XIXe siècle, dans les travaux sur la guillotine, par exemple, sur la syphilis, sur la mort et la maladie, donc, que je vois et que je fais du XIXe siècle un siècle réellement, profondément tragique. Au fond, le siècle tragique par excellence. J'équilibre ainsi, si vous permettez, les deux faces de la littérature, une face plus gaie, plus illuminée immédiatement, qui donc occupe le XVIIIe siècle, et une autre plus dure, plus violente, qui cherche dans les ressources de la littérature du XIXe siècle la face dure, la face cruelle du rapport que l'écrivain entretient avec son œuvre. À mes yeux, un essai littéraire doit comporter trois dimensions. C'est du moins ces trois dimensions que personnellement j'essaie d'y mettre. La première, c'est celle du savoir, celle d'une proximité, d'un temps long passé avec l'objet de l'essai, avec l'objet de son étude. Il faut cette proximité, il faut cet investissement dans le temps. Le second point, c'est le risque d'une pensée. Il faut qu'un essai risque une thèse, risque une proposition. Fût-ce dans le cadre très bref d'articles de dictionnaire, chaque fois il y a la tentative de lancer une piste nouvelle, au risque et péril de l'essai. Enfin, la troisième dimension, il faut à mes yeux qu'un essai soit une fête du langage, que ce soit aussi redonner à la langue ses puissances jusque dans la langue critique. Une fête du langage donc.